Bien, nous accueillons Monsieur Stéphane Layani, président directeur général de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis, la CEMARIS, pour la reprise de nos travaux en format habituel, c'est-à-dire en format filmé et enregistré, puisque nous avons poursuivi deux auditions ce matin qui étaient à huis clos en raison du caractère confidentiel et stratégique des informations qui ont été communiquées par des usagers du fret ferroviaire concernés. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête. Vous le savez peut-être, votre audition intervient plutôt à la fin de nos travaux. C'est même aujourd'hui la dernière journée d'audition, sachant que nous les avons commencés début septembre, et donc il y a depuis plus de 70 heures d'audition derrière nous. Mais elle est bienvenue, car de nombreux intervenants ont souligné le potentiel en grande partie inexploité du transport de biens alimentaires pour le fret ferroviaire et les marges de progression en particulier qui existaient avec les difficultés qu'on connaît bien, notamment les nœuds ferroviaires et celui de la région parisienne en particulier. Nous serons aussi, et bien évidemment, heureux de vous entendre sur cette liaison ferroviaire qui a maintenant pris valeur de symbole national, celle du Perpignan-Rungis, mais plus généralement aussi sur le rôle que le rail pourrait jouer dans votre politique de décarbonation et de décongestion des axes routiers de la région parisienne. Nous serions heureux, par exemple, de savoir quelle est l'évolution de la part du ferroviaire dans les volumes acheminés à Rungis depuis une quarantaine d'années, comment se présente aujourd'hui votre connexion au réseau ferré, et quels enseignements vous tirez de la mésaventure que Sogaris a rencontrée avec l'aménagement de la gare de La Chapelle. Je précise que nous avons entendu ici le directeur général de Sogaris. Et puis peut-être une question pour achever en tout cas ce ballet qui est destiné à vous stimuler dans mon intervention liminaire sur les évolutions éventuelles que pourrait avoir pour vous le plan de discontinuité qui a été annoncé par le gouvernement au mois de mai pour Fret SNCF, pour protéger la branche publique du groupe, enfin la branche fret du groupe public ferroviaire du risque d'une condamnation suite à des aides publiques regardées comme possiblement illégales par la Commission européenne. Et on sait que, évidemment, ce plan de discontinuité, il peut avoir des conséquences de désoptimisation dans la production industrielle du fret pour un certain nombre d'entreprises, sans qu'elles soient directement concernées par les flux qui sont opérés. Je précise, Monsieur le Président, que cette audition est retransmise en direct donc, sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est enregistrée et elle sera donc disponible assez longtemps pour la vision de ceux qui le souhaiteront. Et je le dis d'autant plus volontiers que, même si nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, en fin de matinée, on a souvent des commentaires avec Monsieur le rapporteur depuis le début de nos auditions, que tout cela est beaucoup regardé. Hier encore, nous étions à Voipy, dans la première gare de triage de France, où des cheminots nous ont reconnus avec Monsieur le rapporteur pour avoir auditionné pas mal d'heures des échanges que nous avons eus avec différents intervenants. Je vous précise aussi, Monsieur le Président, et je sais que vous le savez, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précise que toutes les personnalités auditionnées d'avoir une commission d'enquête parlementaire, quelle que soit leur qualité, je le dis puisque la Première ministre s'est elle-même livrée à cet exercice qui est assez bref, mais qui porte engagement tout de même, sont tenus de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est la raison pour laquelle je vous demandais, avant de vous donner la parole pour une dizaine de minutes, de lever la main droite et de dire distinctement « Je le jure ». Je prends acte de votre serment, Monsieur le Président. Je vous donne tout de suite la parole pour une dizaine de minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Vulfranc, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'abord de votre invitation à m'exprimer, à témoigner sur la situation et les évolutions du fret à Rungis. Je salue d'ailleurs l'initiative de votre commission d'enquête qui, je l'espère, permettra de mieux cerner, relancer, orienter le fret ferroviaire auquel Rungis est attaché. Alors, vous le savez, je le dis d'entrée, je me suis battu pour le train des primeurs. Et évidemment,
cette question du fret en France est une question tout à fait cruciale. Pour Rungis, le fret est essentiel à l'approvisionnement de Rungis, qui lui-même est essentiel à l'approvisionnement de 28 millions de consommateurs, et principalement des franciliens. On y trouve à Rungis 3 millions de tonnes par an de produits alimentaires frais de toute filière et qui transitent par notre pays. Ces produits viennent de toute la France et de nos terroirs. Alors, 90% des approvisionnements de Rungis arrivent par la route. Les 10% restants arrivent par la liaison historique Perpignan-Rungis, appelée également train des primeurs. Vous le savez, cette liaison s'est interrompue en 2019, bien avant le Covid, et elle a reprise en 2021 sous mon action conjointe avec celle de l'État. Et aujourd'hui, je peux assurer la commission d'enquête que dans sa forme actuelle, ce train est assuré jusqu'en juin de l'année prochaine. Alors je vais revenir dans un premier temps sur l'historique du fret à Rungis et je vais répondre un peu à vos questions et sur le déclin de la liaison Perpignan-Rungis. Et je voudrais également, en second lieu, vous exposer le travail que nous menons avec mes équipes depuis 4 ans pour relancer le fret ferroviaire sur le marché de Rungis. J'espère que cette expérience vous permettra de comprendre les obstacles à la réussite du fret en France, et aussi les opportunités qu'il offre. Alors, Rungis s'est ouvert, vous le savez, en 69, à la suite du déménagement des Halles de Paris. Il n'est pas inutile de noter qu'à l'époque des Halles de Paris, il y avait un train qui traversait le boulevard Saint-Michel, qui venait d'Orléans. J'ai oublié son nom, la Chalençonnaise, je crois, je ne suis pas sûr. Et donc, à son ouverture, Rungis était un marché-gare avec 7 quais de déchargement et beaucoup de bâtiments reliés par le rail. Et si je puis dire, les stigmates du train sont restés sur le marché, puisqu'il y a certains bâtiments qui ont encore cet embranchement fer. Et cet espace ferroviaire avait été dimensionné à l'époque pour accueillir 12 trains par jour, de 50 wagons chacun. Alors ces installations ferroviaires font partie intégrante du marché. Dès 1967, nous en avons confié l'exploitation et la maintenance à la SNCF à titre gracieux. Alors, cette convention qui existe toujours, qui fait toujours loi dans nos relations avec la SNCF, eh bien, prévoit que c'est la SNCF qui détermine les modes de desserte ferroviaire, leur nature, leur fréquence, et qu'elle doit développer notamment une tarification attractive pour promouvoir l'expansion du trafic ferroviaire. C'est aussi à la SNCF d'assurer la maintenance du terminal. En échange, elle perçoit les recettes, s'il y a lieu, liées au train. Donc, dès l'origine, l'exploitation et le terminal ferroviaire de Rungis est dévolu à la SNCF et la Semaris apporte le concours financier à la SNCF lorsqu'il y a des sollicitations de sa part. Alors, cette liaison a été mise en service, la liaison Perpignan-Rungis est plus récente,
Elle a été mise en service dans les années 80, à l'époque avec 3 liaisons par jour. Il arrivait à 2h30 du matin et 50% des arrivages étaient destinés à l'époque aux grossistes du Mine, et le reste étant destiné à l'extérieur du Mine, essentiellement pour la grande distribution. Le trafic s'est malheureusement progressivement réduit pour passer à 1 liaison par jour dans les années 2000. Et au milieu des années 2000, mon prédécesseur se rapproche de la SNCF pour investir dans le renouvellement des quais ferroviaires. Et alors, à ce moment-là, la SNCF se projette dans l'avenir, a un peu de vision, et elle souhaite doubler le tonnage et passer de 200 000 tonnes à 400 000 tonnes de produits par an. La Semaris investit 20 millions d'euros dans une nouvelle gare. Le Conseil régional d'Île-de-France, le département du Val-de-Marne et Géodis apportent leur financement pour la rénovation des quais. Et donc il y a une volonté de tous les acteurs de développer le fret ferroviaire alimentaire. Alors la technologie qui est choisie à l'époque, c'est d'avoir un train conventionnel avec des wagons frigorifiques où on charge les palettes une à une et on ne change pas la technologie. Ces nouveaux quais ont été inaugurés en 2009. Ils répondent à un besoin à l'époque d'améliorer le temps de déchargement des wagons. Je ne sais pas si vous voyez à Rungis, Rungis ouvre globalement à 2 heures du matin. Et à 2 heures du matin, il faut que les différents pavillons soient pleins de victuailles, de fruits et légumes notamment. Et donc, c'est très important que les fruits arrivent à l'heure. Et donc, évidemment, on a élargi les quais pour accueillir ce nouveau train des primeurs. Et il y avait une autre innovation qui est très importante, c'est que ce train des primeurs était une sorte de TGV des primeurs, puisqu'il roule à haute vitesse, c'est-à-dire à 140 km/h, ce qui est pas mal pour un train de fret. En 2019, je ne vous dirai pas comment on nous a prévenus, mais on nous annonce de façon impromptue l'interruption de la liaison Perpignan-Rungis. Et pour nous, c'était impensable, et pour les chargeurs du train, puisque tout le système fonctionne avec une autorité accueillante qui est l'autorité du marché de Rungis, et puis des concessionnaires qui sont les chargeurs. Et à l'époque, c'était Primévert et Roca qui faisaient ce travail. Alors, évidemment, ça allait à l'encontre de toute ma politique depuis quelques années de favoriser la transition écologique, à laquelle nous sommes très attachés. Et donc, nous nous sommes un peu battus contre la SNCF à l'époque, contre Fret SNCF, mais je dois dire que nous n'avons pas été entendus. Hein, je souhaite vraiment insister sur ce point. La décision a été prise de façon unilatérale et sans concertation avec le marché de Rungis. Alors les raisons avancées par Fret SNCF étaient de plusieurs ordres. Alors, on m'a écrit des raisons que la morale ne réprouve pas. La raison principale qui avait été présentée, c'était la compatibilité à une réglementation européenne sur laquelle je ne serai pas assez précis. Mais clairement, les raisons avancées, c'était des raisons techniques. D'abord, la vétusté des wagons frigorifiques qui ont, il est vrai, plus de 40 ans. Des raisons économiques qui étaient liées à l'absence de rentabilité sur cette ligne, notamment parce que ce train repart à vide. Et il est important de noter que le portable et Apple
a une responsabilité énorme à ce sujet, puisque l'essentiel du fret retour jusque dans les années 2019, c'était du fret de la presse. On descendait de la presse vers le sud de la France. Les gens lisaient encore les journaux papier. Aujourd'hui, évidemment, les gens lisent leurs journaux sur leur iPad. Et donc, ça a privé le train des primeurs d'une rentabilité retour. Et puis, on disait également que c'était des flux irréguliers, que c'était des flux saisonniers, que les produits étaient fragiles, qu'ils devaient arriver trop tôt dans la nuit, 3h30 pour être vendus sur le mine. Et donc, c'est avec beaucoup d'incompréhension pour Ray et Roca qu'on a interrompu ce service. Mais évidemment, la presse s'en est émue, même si, il est vrai, et je reviendrai là-dessus, la qualité de service s'était beaucoup dégradée les dernières années. Alors, tout comme l'État, la Cemaris, les entreprises du marché et les acteurs du territoire, notamment la région Occitanie, je ne pouvais pas me résoudre à voir disparaître cette ligne historique. Et on a lancé un travail collaboratif qui a permis de relancer le fret ferroviaire. À son arrivée, j'ai vu qu'il n'était pas dans la liste des personnes auditionnées, et on peut le regretter. Jean Castex, pour ne pas le citer, m'a invité à Matignon, et il m'a dit « Qu'en est-il du train des primeurs ?» Et il était très, très choqué, lui aussi, de l'interruption de ce train. Et donc, on en a discuté, et je dois dire que l'appui de l'État, à cette période, a été important. Alors, j'ai interrogé, je viens sur le deuxième sujet. Alors, évidemment, la priorité consistait, pour moi, à faire repartir le train traditionnel, à détruire les arguments de la SNCF sur la vétusté des wagons. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ces wagons qui ne pouvaient pas rouler après un peu de réparation roulent toujours et rouleront jusqu'en 2025. Et puis, nous avons essayé de réfléchir à comment rendre solide l'offre du train traditionnel. Et pour la rendre solide, il fallait de la régularité, et nous nous sommes battus avec le prédécesseur de SNCF Réseau pour avoir des sillons, parce que, à vrai dire, les relations avec la SNCF sont très fluides. Les relations avec SNCF Réseau, c'est une sorte d'État dans l'État. Je vous donne un exemple. Un jour, le préfet m'appelle, le préfet du département, il m'appelle, et il me dit, il paraît que tu veux, ça n'a rien à voir avec le train des primeurs, mais c'est important de le savoir, il paraît que tu veux détruire le TGV Est. Je lui dis, ah bon, pourquoi ? Parce que tu es en train de détruire un poste de commande qui est sur le marché de Rungis. Et depuis 2 ans, j'avais écrit à SNCF Réseau pour avoir l'autorisation de pouvoir travailler sur ce poste de commande, et je n'avais pas eu de réponse. Alors à un moment donné, j'ai fait les travaux, et là, il y a eu une réaction, parce qu'effectivement, il y a des nœuds ferroviaires sur le... Et SNCF Réseau a enfin répondu à moi. Alors j'ai dit non, bon, évidemment, j'arrête tout de suite, etc. C'était un moyen de les faire réagir. Et donc, clairement, on a l'impression, vu de l'extérieur, mais je ne pourrais pas être précis, Monsieur le Président, ni Monsieur le rapporteur, qu'il y a la SNCF, et dans la SNCF, il y a Réseau, et Réseau ne parle pas forcément bien avec la SNCF. Alors, évidemment, mais je ne mets en cause personne, simplement, il y a une difficulté à cet égard. Donc, j'ai interrogé les entreprises du marché pour comprendre leurs besoins. Il est ressorti de ces échanges, on a fait des réunions avec beaucoup d'acteurs des fruits et légumes,
qu'ils avaient tous un intérêt fort pour utiliser le service ferroviaire, mais à condition d'avoir une offre fiable, ponctuelle et modernisée. En effet, pour ces entreprises qui commercialisent des produits frais, chaque retard du train est fatal pour une partie de la cargaison, avec des pertes financières importantes à la clé. Nous ne sommes pas dans le cas de produits de consommation classiques qui peuvent arriver avec 3 heures de retard. 3 heures de retard sur le Perpignan-Rungis, c'est 24 heures de retard dans la commercialisation des fraises, par exemple. C'est une grosse partie de la fraîcheur des fraises. Les entreprises du marché ont fait également valoir que de nouvelles liaisons ferroviaires pourraient être utiles, notamment celle avec la région d'Avignon et celle avec le port de Dunkerque. Et donc, dans un second temps, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de la technologie ferroviaire du wagon conventionnel. En effet, au vu de... Alors on a d'excellentes relations aujourd'hui avec Frédéric Delorme et Fret SNCF. Fret SNCF, ils ont une difficulté à trouver un équilibre sur cette ligne du fait de l'absence de retour de flux. Et donc nous avons essayé de voir si on pourrait faire autre chose que du fruits et légumes pour le retour en région, y compris des produits industriels. Et donc, en discutant avec une dizaine d'opérateurs ferroviaires, on s'était perçu que, en fait, l'unité de base du fret ferroviaire, aujourd'hui, c'est le transport combiné, qu'il soit par chargement vertical ou horizontal. L'unité de base, qu'on le veuille ou non, c'est la monnaie du fret, c'est le container. Et donc, on a pensé qu'il était bon d'avoir une solution, bonjour madame, d'avoir une solution de transport combiné à Rungis. Donc, en 2019, on a eu une solution en 2 temps, pour résumer. Dans un premier temps, reprise du trafic du Perpignan-Rungis, j'espère, jusqu'en 2025. Et dans un second temps, pérennisation de la desserte ferroviaire du marché de Rungis par un service de transport combiné. Et pour arriver à cet état-là, il faut que je fasse des aménagements qui sont coûteux quand même. Et donc, cette solution a été mise en place en pleine discussion, je le souligne, avec le département des Pyrénées-Orientales, avec la région Occitanie, avec nos chargeurs, avec la plateforme de Saint-Charles, qui est le marché, un des 2 marchés de gros de Perpignan, évidemment avec SNCF Réseau, Fret SNCF, etc., etc. Donc voilà la situation aujourd'hui. Cette solution, elle a présenté l'avantage d'une reprise rapide du fret. C'est pour ça que l'État a lancé à l'automne 2020 un appel à manifestation d'intérêt pour faire redémarrer la liaison Perpignan-Rungis. C'est Fret SNCF qui l'a gagné. Et normalement, nous avons une réponse qui nous permet d'exploiter ce train des primeurs jusqu'en 2024. Nonobstant, évidemment, la décision prise de discontinuité. Alors, il a recommencé à circuler le 22 octobre 2021 et hier même, nous avons eu le premier train de la saison puisque c'est un train d'hiver, ce n'est pas un train d'été. En été, ce sont des productions françaises et plus régionales, plus locales qui viennent sur le marché de Rungis. En hiver, ce sont des productions du sud de la France et d'importation qui remontent depuis Perpignan. Et donc, puisque, évidemment, nous sommes un pays du Nord où la production de fruits et légumes en hiver est assez faible.
Et donc cette reprise de l'exploitation a été un succès. En 2022, malgré la grève des retraites, le train a circulé quasiment à 90%. Et aujourd'hui, la décision de la Commission européenne nous soucie. Le train va s'arrêter normalement en décembre 2023. Mais il semblerait, mais moi je ne peux pas être précis, Monsieur le Président, sur ces questions, ce n'est pas mon affaire, qu'une dérogation a été obtenue par l'État pour assurer la circulation jusqu'en juin 2024. Et donc, l'État a lancé un nouvel AMI pour envisager sa prolongation de 2024 à 2025. Les résultats de cet AMI ne nous ont pas été communiqués. La solution de long terme, c'est, j'ai lancé, là je suis plus libre, un appel d'offres pour développer un terminal de transport combiné sur le marché de Rungis. L'objectif, c'était de trouver un concessionnaire qui conçoit, qui finance, qui exploite le nouveau terminal de transport combiné au cœur du marché de Rungis et qui est un modèle économique pérenne. Donc on met à disposition toute l'emprise ferroviaire du marché sous la forme d'un contrat de concession et nous n'avons pas imposé notre solution technique. Nous ne voulons pas d'éléphant blanc. Et comme nous ne voulons pas d'éléphant blanc, nous avons laissé aux spécialistes du secteur proposer leurs technologies qui peuvent être du combiné vertical par Richtstecker ou portique, ou l'autoroute ferroviaire, ou le maintien des quais conventionnels. Toutes ces technologies peuvent être mixées dans notre appel d'offres. Et le concessionnaire investit et se rémunère sur les trafics qu'il est encouragé à développer, parce que s'il ne développe pas de trafic, eh bien, il ne pourra pas amortir son investissement. Moi, ce qui m'avait frappé dans l'affaire de fret SNCF, c'est la passivité, malgré toute l'amitié que j'ai pour mon ami Frédéric Delorme, la passivité de la maison SNCF en matière commerciale. C'est-à-dire qu'une entreprise, même publique, doit aller chercher ses clients. Il ne suffit pas de proposer un service comme la Poste et attendre que les clients viennent spontanément se proposer. Donc, clairement, dans cette affaire du train des primeurs, nous avons pris l'initiative d'aller chercher des clients avec Primever à Fret SNCF. On ne peut pas le faire éternellement. C'est leur responsabilité. Et donc, la concession que nous avons proposée permettra de responsabiliser l'opérateur privé tout en garantissant des exigences de service public. Car, évidemment, nous avons mis des objectifs dans notre cahier des charges, minimum de qualité de service, puisque, comme vous le savez, le marché de Rungis est un service public. Et donc, évidemment, nous souhaitons avoir, par exemple, à minima 20% de fret alimentaire dans l'ensemble des trafics qui auront lieu sur le marché de Rungis. Et donc, avec cet objectif d'atteinte de l'équilibre économique, nous espérons d'abord, premièrement, maintenir, j'insiste sur ce point, la ligne traditionnelle Perpignan-Rungis. Nous souhaitons la maintenir sous format actuel ou sous format combiné. Mais on verra bien que le format combiné s'imposera vite et de nouvelles liaisons devraient être ouvertes en provenance d'Avignon, des ports de Sète, des ports de Dunkerque, d'Anvers et de Rotterdam. Et c'est en diversifiant les lignes qu'on augmentera les volumes. Par exemple, à Anvers et à Rotterdam, eh bien, on a les fleurs. Et donc, le marché des fleurs, il est à Rotterdam. Il n'est nulle part ailleurs. Et à Dunkerque,
est le premier port de pêche français, après Rungis. Ça, c'est une plaisanterie. Et donc, clairement, on a besoin de multiplier, si possible, les lignes de fret. Alors, selon ces principes, après 2 ans de procédure, d'analyse, vous en avez la primeur, puisque nous n'avons pas communiqué sur ce point, nous avons attribué la concession en septembre dernier à l'opérateur VIA. VIA est une filiale de la SNCF. Le projet de VIA était le plus pertinent pour nous. D'abord, il avait un modèle économique viable. Ensuite, il nous proposait de nouvelles liaisons. Il combinait 2 technologies, d'une part l'autoroute ferroviaire, d'autre part le chargement vertical. Et normalement, nous espérons avoir un nouveau terminal en 2026. Et en général, je suis assez précis, et j'ai un track record sur les délais dans mon entreprise. Donc, si je vous dis qu'en 2026, il aura lieu, il aura lieu. Alors, l'investissement est de l'ordre de 35 millions d'euros. Il va être porté en partie par VIA. Nous avons besoin, nous, de notre côté, d'un soutien public à l'investissement, parce que c'est une infrastructure de service public. Et je vais déposer une demande de subvention auprès de la Commission européenne dans le cadre de l'appel à projet CEF. J'ai également sollicité l'État et le préfet de région qui m'a répondu, et le ministre des Transports qui m'ont répondu, et la région Île-de-France qui m'ont répondu favorablement pour inscrire ce projet dans le cadre des contrats de plan État-région en cours d'élaboration. Le soutien public à ce type d'infrastructure est essentiel parce que, pour une raison purement juridique, ces infrastructures, nous, on a une mission de service public, mais ces infrastructures, elles reviennent in fine à l'État. Elles n'appartiennent pas à la SEMARIS, elles appartiennent à l'État. Alors d'ici 2030, on espère avoir 6 trains aller-retour par jour, un trafic de 120 000 UTI. VIA a démontré dans le passé des engagements solides. Il a l'engagement de chargeurs comme Froidcombi, Primever, et qui sont déjà utilisateurs du Perpignan-Rungis. Et donc, si ce report modal fonctionne, on espère avoir évité 60 000 camions sur les routes par an. Et donc, ça permettra une baisse de 25 000 tonnes de carbone chaque année. L'attribution de cet appel d'offres est une première étape, elle est significative, mais je pense qu'il y a d'autres étapes pour que ça marche. Donc, je l'ai dit, peut-être un peu sévèrement, la question des sillons est centrale dans le développement du fret ferroviaire et des péages d'ailleurs. Sans sillons réservés au fret ferroviaire, les trains ne peuvent pas circuler. Et donc, évidemment, des entreprises commerciales ont besoin de régularité. Je comprends qu'il faille faire des travaux sur le réseau ferré, que ça soit compliqué, qu'on fasse passer on privilégie les trains de passagers, mais si on veut réussir le fret en France, il faut accepter à un moment donné qu'il y ait des sillons qui soient réservés et sanctuarisés pour le fret ferroviaire. Ils doivent être en quantité suffisante, à des horaires adaptés, et d'autant plus pour les produits alimentaires frais. Alors, on a aujourd'hui une difficulté énorme, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, c'est la saturation du réseau ferroviaire en Île-de-France. Et donc, ça, c'est un risque majeur au fonctionnement du terminal de Rungis. C'est aujourd'hui, c'est même dans le train classique, le risque majeur. Ce n'est pas ce qui se passe en amont, ce n'est pas ce qui se passe à Bordeaux qui pose problème. C'est ce qui se passe quand il rentre en région parisienne.
Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et si cette commission d'enquête, si le Parlement, si l'Assemblée nationale peut le dire, il faut vraiment insister pour une forme de sanctuarisation du fret de ce point de vue-là, parce que sinon, ça ne marchera pas, même avec des acteurs industriels. On ne fonctionne pas. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas le plus agréable pour des gens qui sont bloqués dans des trains, dans des TGV, etc. Mais en tout cas, les opérateurs industriels, ils ont besoin, ils ont des normes, et à un moment donné, si le train n'arrive pas à l'heure, ils passent vers la concurrence modale, c'est sûr. Alors, cet enjeu, qui n'est pas mineur, démontre la nécessité d'investir sur le réseau. C'est quand même un truc c'est la base. C'est-à-dire que si on désinvestit sur le réseau, on ne peut pas assurer des sillons qui soient totalement réguliers. Alors, les échanges avec les entreprises du marché de Rungis ont montré, je le répète, l'importance de garantir la fiabilité et la ponctualité des trains. Ils sont très critiques là-dessus. Donc, moi, je souhaite qu'on puisse la garantir. En revanche, le train a un avantage énorme qu'il faut souligner, c'est sa compétitivité économique. Et c'est moins cher que la route, c'est essentiel pour encourager le report modal. Et donc, nous pensons, et évidemment, j'ai compris le contexte d'aide d'État, et je ne l'ignore pas, mais nous pensons que les aides publiques aux frais ferroviaires doivent être rendues licites au niveau de l'Union européenne, parce que si on veut développer la décarbonation par le fret, c'est la seule solution. Bien évidemment, un certain nombre de camions qui traversent l'Europe utilisent une infrastructure qui est totalement gratuite. Donc il faut rétablir un peu la concurrence, et la concurrence, ça n'est pas que ce qu'on voit de façon apparente. Et donc sur le marché pertinent qui est le nôtre, il faudra avoir une étude de marché pertinent pour montrer que, d'une certaine manière, il y a un avantage à la route du fait de sa souplesse et du fait de du non-caractère coûteux des infrastructures, enfin pas directement, des infrastructures routières. Alors, pour terminer, moi je pense que Rungis est à fond derrière le développement du terminal de Rungis. On pense qu'on peut réunir ces facteurs clés de succès. Moi, je suis plutôt optimiste et positif, et je pense qu'on peut réunir l'ensemble des acteurs autour de ce sujet et réussir. Et donc, ce qui compte, c'est que les liens entre le public et le public-privé, soient mis en avant, l'économie mixte soit mise en avant. C'est pour ça que j'ai lancé une concession. L'opérateur ferroviaire doit être mis face à ses responsabilités dans l'exploitation du terminal. Et c'est pour ça qu'évidemment, il sera rémunéré en fonction de son succès, tout en devant répondre à des qualités de service public. Et enfin, il faut qu'il ait, et ça, je sais que c'est très difficile, mais un soutien public à l'investissement est nécessaire. Alors, enfin, on pense que la technologie, la mixité des technologies ferroviaires est la solution. Tant qu'il n'y a pas de pierre philosophale, tant qu'on sera dans cet état de concurrence, il faut accepter d'avoir plusieurs solutions techniques concurrentes. Puis à un moment donné, il y aura un modèle, un format qui s'imposera. Et je pense que si on veut toucher plus de flux, il faut diversifier le modèle économique. Voilà. Et alors, je terminerai
pour vous dire, toute logique, j'aurais dû le dire en introduction, excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, et mesdames, j'aurais dû dire qu'il n'y a pas... D'abord, Rungis est le seul marché de gros en Europe à être vraiment embranché fer. Donc ça, c'est quand même une originalité formidable que nous devons défendre. Et qu'il y a un seul autre terminal en Europe qui dispose d'une mixité de technologie, c'est au Luxembourg. On m'a écrit Bétambourg, avec 2 T. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Il se trouve, Monsieur le Président, que nous étions hier à Voipy, à quelques kilomètres à peine de Bétambourg, qui est effectivement une des plus grandes plateformes logistiques d'Europe et qui est très bien connectée au fer, en effet. Quelques remarques plus que des questions, parce que pour l'essentiel, je pense que les constats que vous avez formulés, nous les partageons. Je me permettrai de vous féliciter de votre combat pour le faire, d'autant que j'imagine, je ne sais pas très bien si c'est le cas pour les présidents de sociétés d'économie mixte, mais j'imagine que ça n'était pas de façon explicite dans la... Il n'y en avait peut-être pas, mais dans la lettre de mission que vous aviez reçue en 2011 ou 2012, je crois, quand vous avez pris la présidence de la CEMARIS. Vous avez entièrement raison, Monsieur le Président, et je dois dire que c'est pire que ça, parce que la doxa, c'est de ne pas gêner ses collègues présidents d'entreprises publiques. Donc c'est compliqué à faire. Donc oui, juste quelques remarques pour réagir un peu à ce que vous disiez. Bon, d'abord pour dire que si nous n'avons pas auditionné le Premier ministre Jean Castex, ce n'est pas par méconnaissance de son intérêt pour les sujets qui concernent le réseau en général et le ferroviaire en particulier, mais plus parce qu'on souhaitait procéder par systématisme. Et donc on a auditionné bien tous les anciens ministres des Transports depuis 1995, et que si on l'avait auditionné, nonobstant son intérêt qui est effectivement signalé, on aurait dû le faire pour l'ensemble des premiers ministres. Et donc c'était, étant entendu, et je pense que vous partagerez ce constat, qu'ils n'ont pas tous le même intérêt pour les choses ferroviaires, pour tous ceux qui sont encore parmi nous depuis 1995. Je crois qu'on aurait pu tous les auditionner d'ailleurs. Ils sont encore tous là. Oui, donc quelques réactions. Peut-être pour vous demander, quand vous répondrez aux questions du rapporteur, qui en aura probablement aussi, de revenir un tout petit peu sur les... Vous n'avez pas voulu vous étendre, mais sur les circonstances de cette annonce en 2019, de cette interruption qui avait été décidée par Fret SNCF, parce qu'elles sont, à mon avis, de ce qu'on en a compris, assez éclairantes sur la manière de travailler avec des clients, parfois de la part de cette branche fret de l'entreprise publique. Ce que vous avez dit aussi sur certaines formes de passivité dans l'action commerciale, c'est quelque chose qu'on a plusieurs fois ici identifié et qui est peut-être encore plus vrai pour SNCF Réseau que pour Fret SNCF. C'est-à-dire que dans l'absolu, un gestionnaire d'infrastructure, son intérêt, c'est de maximiser l'utilisation de cette infrastructure. Et on a plusieurs fois eu le sentiment, il y a ces difficultés de nœuds ferroviaires, mais il n'y a pas non plus 75 nœuds ferroviaires compliqués en France à passer. Et on a plusieurs fois eu le sentiment ici, en échangeant avec nos interlocuteurs, que cette dimension de valorisation et de commercialisation des sillons potentiels, elle n'était pas complètement intégrée de manière systématique chez SNCF Réseau, avec bien sûr des difficultés qui sont aussi liées à leur organisation, hein. Mais donc, on va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. Peut-être une difficulté aussi, quand même, qu'il y avait dans le cas particulier de Rungis, c'était la difficulté de répercuter les coûts de circulation pour Fret SNCF sur ceux qui utilisaient cette solution ferroviaire, y compris au regard de ce que vous évoquez et du caractère de service public de Rungis. Il y a peut-être là un début d'explication. Et puis oui, pleinement en accord avec ce que vous disiez sur l'investissement dans le réseau. D'ailleurs, compte sur vous pour relayer ce message, parce que c'est un message que les acteurs économiques doivent faire entendre, et au-delà des opérations nouvelles
qu'il faille investir pour créer des infrastructures nouvelles, entendu, il y a un certain nombre de cas dans lesquels c'est justifié. Mais effectivement, l'investissement dans le réseau qui a été pendant très 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 longtemps négligé en France, et a commencé à se redresser en 2003, et puis de nouveau un peu plus fort depuis 2018-2019. Il y a un retard tel, on l'a vécu, nous, ça ne vous concerne pas directement, mais on était justement dans cette gare de triage hier, et c'était saisissant, la vétusté on était dans la plus grande gare de triage de France, une gare stratégique pour l'activité du wagon isolé, y compris pour des activités sensibles et militaires. Et il y avait un fax, il y avait des ordinateurs qui fonctionnaient avec des disquettes. Voilà, c'est ça la réalité aussi d'une partie des infrastructures fret en France. Et donc, évidemment, on compte sur vous pour passer ces messages, cette nécessité d'investissement. Voilà, j'arrête là ces remarques et je donne tout de suite la parole à monsieur le rapporteur, peut-être pour un certain nombre de questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, merci de votre présentation fort dense et précise. Peut-être effectivement, dans les quelques clarifications que vous pourriez compléter, revenir quelque peu sur cette séquence 2019 et l'annonce que vous avez qualifiée d'impromptue, d'unilatérale. Au-delà de ce constat, comment effectivement le milieu dans lequel vous êtes, les entreprises, les chargeurs, les tiers reçoivent comme ça, de manière... Peut-être pourriez-vous nous préciser effectivement ce moment délicat. Vous avez donc conduit une réflexion qui aujourd'hui et c'est encourageant de l'entendre, parce que parfois c'est pas... qui aujourd'hui vous tourne vers l'avenir avec des éléments de réponse factuels, ordonnancés, autour de ce projet de terminal, autour donc d'un objectif de retour à 6 trains par jour, qui serait en quelque sorte un véritable effectivement développement, quasiment à 50% de vos capacités initiales. Bon, il y a vraiment, on sent là un beau projet. Et pour donc de ce point de vue-là, c'est très encourageant. Je voudrais simplement vous demander, dans votre souci et votre objectif d'élargissement des liaisons, vous avez parlé de Dunkerque, des Flores à Anvers, à Rotterdam, comment appréciez-vous, c'est une question, à la fois les faiblesses et les potentialités de certaines de nos régions, je pense à la Bretagne, je pense à l'Aquitaine, qui sont aujourd'hui dans le maillage fret en retrait par rapport à d'autres régions de notre pays, et qui, en matière, bien sûr, de potentiel agricole, de produits agricoles, sont quand même des régions tout à fait décisives. Et comment voyez-vous effectivement ce que pourrait consolider sensiblement ces régions agricoles au titre de leur contribution au marché d'intérêt national qu'est Rungis. Deuxième question, sans connaître les rapports qui sont les vôtres avec les autres marchés d'intérêt nationaux à l'échelle du pays. Vous nous avez précisé en conclusion que vous étiez le seul à être embranché fer en Europe, a fortiori à l'échelle nationale. Comment pensez-vous, puisque c'est en suggestion par rapport à un certain nombre d'interlocuteurs que nous avons rencontrés,
quel est votre sentiment sur la capacité de raccordement fer des autres marchés d'intérêt nationaux à l'échelle du pays et leur faculté à appuyer au même titre que d'autres logisticiens bien connus, eh bien ce recalibrage à la hausse du trafic ferroviaire fret. Y compris par du combiné. Y compris par du combiné. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais répondre, je vais aller du plus général au plus particulier et je vais répondre à toutes vos questions. Le plus général, c'est que c'est une idée générale, je suppose que que votre commission l'a eue, mais comme toutes les entreprises à réseau, si l'on veut modifier la part du fret modal en France, il est nécessaire de multiplier les infrastructures de façon à ce qu'il y ait une offre concurrente qui ne soit pas isolée. Donc il est clair que si l'on souhaite au niveau européen, parce que c'est des choses qui doivent se décider au niveau européen, on souhaite développer le fret en Europe, il faut à un moment donné que la puissance publique nationale et européenne ait un schéma directeur de quels seront les grands hubs de fret en Europe. Et si on n'investit pas sur des frets originaux qui fassent partager les flux transeuropéens, parce que raisonner à l'échelle nationale nous amène à la non-rentabilité, eh bien, nous n'arriverons pas à développer le fret en France et nous dépenserons de l'argent public inutilement. Donc moi, à mon avis, mais là je sors sans doute de ma fonction, il faut avoir à un moment donné une discussion au niveau des ministres des Transports et des ministres de l'écologie au niveau européen et qu'on puisse dire c'est quoi le projet à l'échéance 2030 de l'Europe pour le fret et qu'on le dise. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Deuxième chose, alors, évidemment, dans ce cadre-là, la question de monsieur le rapporteur sur les autres mines est très importante. Je suis trésorier de la Fédération française des marchés de gros, donc je suis très proche de mes collègues. Et pour être précis, Rungis est le seul marché embranché fer qui fonctionne. Parce que les autres sont embranchés fer, mais ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, il y a 25 marchés de gros en France. Ces marchés de gros ont souvent une importance locale. Ils peuvent, comme c'est le cas de Nantes ou d'Angers ou de Château-Renard, être des marchés de production qui servent des métropoles. Et bien évidemment, et après je vais vous parler de la Bretagne et de l'Aquitaine, et bien évidemment, si nous étions mieux mis en réseau, et en réseau fer, nous pourrions échanger des marchandises de façon plus fluide. Mais ça demande, là aussi, ça c'est plus mon rôle, que nous ayons une vision assez claire de comment on alimente les métropoles demain. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que si Rungis a entre 55 et 68% de part de marché en région parisienne, les marchés de gros ont une part relativement limitée par rapport à la grande distribution sur le seul segment des produits frais, qui est autour de 15 à 20%. Et donc c'est un choix. Soit on développe les circuits courts, soit on développe les circuits longs. Mais là, je sors un petit peu de... Mais le transport a beaucoup à faire avec ça.
Et alors, ça m'amène à la Bretagne. Il y avait un marché de gros à Rennes, il a été supprimé par décision des autorités locales. C'est développé en échange un transporteur que je ne citerai pas, qui est quelqu'un de très bien d'ailleurs, mais qui est un transporteur routier qui distribue les produits bretons en France et sur le marché de Rungis. Et donc, aujourd'hui, sur la façade ouest, vous n'avez que 3 marchés importants. Le plus important, me semble-t-il, est le marché de Nantes, Rézé. Et il y a une forte production agricole à Nantes, dont une partie vient d'ailleurs à Paris, à Rungis. Le deuxième marché très important est le marché d'Angers. Et le troisième marché, qui est beaucoup plus limité pour des tas de raisons, est le marché de Bordeaux. Et donc sur ces 3 marchés, évidemment, si on était dans l'approche gaullienne qui a précédé à la création des marchés d'intérêt nationaux, eh bien, on devrait les mettre en réseau et les mettre en réseau, y compris ferré. Et donc, ce potentiel agricole, qui est aujourd'hui très bien valorisé à Angers, à Nantes, en Bretagne, c'est une part importante de la production agricole française maraîchère, hein, donc, et porcine, et donc pour moi c'est très important, pourrait arriver à Rungis autrement que par camion, bien évidemment. Mais ça nécessite, me semble-t-il, des décisions régaliennes qui n'ont pas été le fait des dernières années. Alors, des dernières années, il faut remonter à l'arrivée de l'épicier breton bien connu. Et donc, Monsieur Vulfranc, vous avez raison, on pourrait clairement y songer. Mais il faut bien voir que le fret ferroviaire, pour revenir à notre sujet, il a un point mort. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine circulation, un certain retour, sinon on est en vente à perte. Et c'est pour ça qu'il y a eu des subventions sur le train des primeurs, et je pense que ces subventions sont nécessaires, parce que les Français ne comprennent pas la suppression du train des primeurs. Et ça, tous les sondages que j'ai fait établir sur le sujet, c'est un irritant majeur. Alors, comment ça s'est passé ? C'est assez triste, hein. En début de mandat, je rencontre la directrice de Fret SNCF. Elle ne m'a parlé que de camions. Je n'ai pas entendu parler de train. Quelques années après, je crois que c'était en décembre 2018, elle me dit, en juin, on arrête. Moi, j'ai pas cru ça. En janvier, lors d'un déplacement, en janvier 2019, lors d'un déplacement au Caire avec le président de la République, il y avait Guillaume Pépi, je lui dis, oh, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand même, c'est gênant, etc. Il m'a dit, mais il y a des règles européennes, adresse-toi aux Espagnols ou aux Allemands. Donc, en fait, jusqu'au dernier moment, on a pensé qu'ils allaient tenir, et on a demandé très vite au gouvernement, en mars ou en avril, on a prévenu le gouvernement, et puis on a dit au ministre des Transports de l'époque, c'était Jean-Baptiste Djebari, que c'était une situation très compliquée. Et donc, ce qui fait que on a travaillé bien en amont de l'interruption du train. Et ce qui fait que, bien sûr, il y a eu une interruption technique, mais on n'a pas détruit les wagons
on les a retapés pendant cette période. On avait bien en tête qu'ils repartiraient. Mais on a essayé de trouver les solutions techniques. Et donc, c'est comme ça que, en 2019, on a réussi à faire repartir le train des primeurs, qui a fonctionné relativement bien jusqu'à aujourd'hui. Et donc, bien sûr, il y a eu des interruptions. Il arrive qu'il y ait des interruptions, mais on ne peut pas dire que ces interruptions soient fondamentales dans le trafic. Ce qui n'est pas bon, c'est l'irrégularité horaire. Par contre, si le transporteur, parce que Primever, il a aussi des camions, sait que il ne va pas y avoir de train pendant un mois, il est capable de se retourner. Ce qui n'est pas bon, c'est l'irrégularité. Et donc, voilà les faits. Alors, évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble, région Occitanie, région Île-de-France, département du Val-de-Marne, département des Pyrénées-Orientales, fret SNCF et l'État, on a bien travaillé sur ces questions en ignorant un petit peu les faits médiatiques, de façon à ce que l'objectif a toujours été celui de refaire partir le train des primeurs. On s'est posé des questions. Bien sûr, à un moment donné, on s'est dit, mais si on allait directement à Bonneuil, il y a peut-être, mais Bonneuil est saturé de toute façon, donc ça ne pouvait pas marcher. Et donc, en réalité, ce pacte, ce travail interministériel et interentreprise, c'est le seul moyen de régler le problème. Et la médiatisation, on n'y peut rien, on ne peut pas y échapper, mais clairement, il n'est pas vrai de dire que les gens n'étaient pas attachés au train des primeurs. La SNCF y était attachée. Donc symboliquement en tout cas. Et donc, et la Sémaris très attachée. Alors enfin, je vous dois une réponse, Monsieur le Président. Vous me demandez ce qui se passe à La Chapelle. Le projet de La Chapelle est un projet, je l'avais dit à l'époque à Jonathan Seban, qui est un ami, qui ne peut pas marcher. Parce que on ne peut pas construire une gare au milieu de nulle part en disant « Ah, l'offre, c'est un cas où la politique de l'offre ne fonctionne pas. Il faut une politique de la demande. » Et donc, évidemment, du Nord, je le dis sans mépris, hein, du nord de l'Île-de-France, du nord de la France, eh bien, nous n'avons que des racines et des pommes de terre. Donc, les flux alimentaires ne peuvent pas être très, très importants sur le fret. C'est pas possible. L'essentiel des produits remonte du sud. C'est pour ça que Rungis a été créé à l'origine au sud. Et donc, c'est dommage, parce que, évidemment, La Chapelle internationale pourrait être un hub, mais pour qu'il le soit, il faudrait qu'on puisse développer, là encore, et je pense que le hub, ça sera à Rungis, qu'on puisse développer des liaisons européennes vers Rotterdam, Anvers, le Luxembourg, Guétancourt, etc. Si on ne développe pas ces liaisons, ça ne peut pas exister, ça ne marche pas. Et puis, alors, l'autre raison aussi pour La Chapelle, c'est que, outre la taille modeste du terminal, les liaisons qui sont embranchées sur La Chapelle sont des liaisons trop courtes. Il faut des liaisons longues pour les... Alors, vous m'avez posé aussi la question de l'absence de répercussion des coûts de SNCF Réseau. Bien sûr, à un moment donné, il faut... La question de la répercussion des coûts, c'est une question que tous les députés de l'Assemblée nationale connaissent par cœur, c'est la question des transferts de charges. Qui assume ces transferts de charges? Alors sachez une chose qui est très importante à comprendre pour comprendre les questions logistiques à Rungis, c'est que malgré l'inflation, tous les produits alimentaires frais, en particulier l'essentiel des fruits et légumes, sortent à des prix
extrêmement faibles. Les fruits et légumes sortent aujourd'hui de Rungis à 1,40 € le kilo. Donc évidemment, toute répercussion de coûts importants a un impact inflationniste sur les prix de l'alimentaire. Et donc les grossistes, qui ont des marges très faibles, ont tendance, en général, à regarder ça au trébuchet de façon assez sérieuse. Donc il est clair que les grossistes de Rungis ne souhaitent pas avoir une élévation du coût de leur transport. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils achètent une marchandise dont le transport a été payé et qui a été acheminé par le producteur. Donc, évidemment, le fait que le prix de sortie des produits, des fruits et légumes en particulier, soit faible, eh ben, ça signifie que toute rupture de charge a un coût très important. Et donc, il faut limiter au maximum les ruptures de charge. Alors, vous m'aviez posé la question de l'investissement, je vous ai répondu un peu généralement. Les mines, j'ai répondu. La sauvegarde, j'ai répondu. Est-ce que j'ai d'autres questions, madame? Non. Je crois que j'ai été complet. C'était très complet, Monsieur le Président. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Merci. Je vous en prie.